Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du vendredi 9 août 2024 que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, 821 500 foyers bénéficieront d'une aide de 200 milliards émanant de l'État dans le cadre du projet Tsimben. Pour ce jour, 2600 foyers issus des 6 arrondissements de la capitale ont obtenu leur part. Selon le président de la République, Andrazouen, cela les aidera pour la rentrée scolaire. Pour Antananarivo, 150 000 foyers en bénéficieront. Reportage de Judical Ranjanerin et Andra Zanjabe. Ils sont issus de familles défavorisées. Ils n'ont pas d'emploi fixe ni de source de revenus. Parmi eux, des vendeurs de beignets, des éleveurs, des lavandières. En gros, ils ont besoin d'aide, surtout en cette veille de la rentrée scolaire. Le gouvernement est de leur côté à travers ce projet Tsimben. Le projet est financé par la Banque mondiale à hauteur de 164 milliards 250 millions d'ariars pour 820 foyers de toute l'île. Pour Antananarivo, en ce début de la distribution, 150 000 foyers en bénéficieront si au départ seulement 17 000 étaient prévus. Cela est la concrétisation du premier pilier de développement qui est la mise en valeur du capital humain et aussi la concrétisation de la promesse du président Andrazouen faite à la population. La distribution se fera via Mobile Money en 2 fois, dans la première tranche de 100 000 ariars pour faire face à l'inflation et la deuxième tranche de 100 000 ariars sera reçue après 1 mois pour affronter la rentrée scolaire. Les 2600 présents aujourd'hui à Mamasn ont reçu leur part. Après plusieurs projets d'aide sociale, notamment les Tuskiafamen, les Vansnakunan et autres, voilà qu'arrive le projet Tsimben. L'inscription est encore ouverte pour ceux qui veulent en bénéficier. En échange, ils devraient être actifs dans les actions sociales, dans les formations sur la propreté et surtout à utiliser le planning familial pour lutter contre la pauvreté. Et en politique, la réunion extraordinaire consacrée à la présentation de la politique générale de l'État ou PGE a été officiellement ouverte ce matin. Le développement de Madagascar se poursuit, contrairement à ce que les autres disent, a déclaré le président de l'Assemblée nationale, Toukel Justin. Pour le Premier ministre Tsa Christian, cette PGE est similaire à celle présentée en février dernier, c'est-à-dire qu'elle se concentre sur les 3 piliers. La PGE qui a été présentée ce jour est similaire à celle présentée en février dernier, a déclaré le Premier ministre Tsa Christian. Seulement, la Constitution exige du nouveau Premier ministre qu'il présente sa politique générale 30 jours après sa nomination. Cette PGE se concentre sur 3 piliers principaux déterminés par le président Andrazouen à mettre en œuvre au cours de son 2e mandat. Le Premier ministre a également souligné que la mise en œuvre de cette politique générale de l'État a été entamée. Le président de l'Assemblée nationale a également déclaré lors de la cérémonie d'ouverture de la réunion extraordinaire d'aujourd'hui qu'il est clair que le gouvernement travaille déjà et que des résultats sont déjà visibles. Cependant, il reste encore du travail à faire, notamment concernant la Jirama et les réhabilitations des routes nationales. En outre, les députés attendent du Premier ministre des explications sur la révision à la baisse de la SIAD. Pour rappel, le Premier ministre est attendu par les sénateurs le 12 août prochain pour sa présentation de la PGE. Toujours dans ce contexte, le Premier ministre est le seul qui est mandaté par l'article 99 de la Constitution pour présenter la politique générale de l'État selon les propos du député IRD élu à Fianarantsoa 1 aujourd'hui. Les déclarations des députés membres de l'opposition mentionnant que la présentation de la PGE par le Premier ministre devant les parlementaires n'est pas conforme à la Constitution ne sont donc pas justifiées. Toujours un reportage de Miervulat-Feren et de Braz de Nilsson. L'article 99 de la Constitution mentionne que dans les 30 jours suivant sa nomination, le Premier ministre présente son programme de mise en œuvre de la politique générale de l'État au Parlement qui peut émettre des suggestions. Si, en cours d'exécution,
Le gouvernement estime que des modifications fondamentales de ce programme s'avèrent nécessaires. Le Premier ministre soumet les dites modifications à l'Assemblée nationale qui peut émettre des suggestions. La députée Irmar, élue dans le district de Fianarantsoa 1, Saounjar Malala Marie-Michel, qui est également juriste, a déclaré que seul le Premier ministre est appelé pour présenter la politique générale de l'État, et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui devant les députés. La déclaration des députés membres de l'opposition, mentionnant que la présentation de la PGE par le Premier ministre devant les parlementaires n'est pas conforme à la Constitution, n'est donc pas justifiée. Et toujours en politique, les élections communales et municipales se tiendront le 11 décembre. Le Conseil du gouvernement de mardi dernier a approuvé le décret y afférent. Le décret fixant le montant de la contribution des listes de candidats aux frais d'impression des bulletins de vote, ainsi que leurs modalités de remboursement. Le décret sur les modalités d'organisation des élections communales et municipales et le décret fixant les modèles de certaines pièces à fournir par les candidats ont également été adoptés lors de ce conseil de gouvernement. Le taux d'imposition à l'IRSA de la tranche supérieure de revenus est fixé à 20% et demeure inchangé selon le communiqué de la DGI. L'augmentation des tarifs des impôts est fixée uniquement par la loi des finances selon toujours le communiqué. Les détails. Le gouvernement n'a jamais pris la décision d'augmenter l'IRSA à 25% selon le communiqué de la DGI. Il s'agissait d'un rapport publié par le FMI et cela comprend les échanges et recommandations discutées entre les partenaires techniques et financiers et l'État. Il existe de nombreux types d'impôts à Madagascar. L'impôt sur les bénéfices ou les revenus de l'entreprise au cours d'un exercice fixé à 20%, l'acompte de 5%, la taxe foncière sur les intérêts et les plus-values 20%, l'IRSA 20%, le TVA 20% et le droit d'accise de 8%. L'augmentation des taux et tarifs des impôts est fixée uniquement par la loi de finances, selon toujours le communiqué. Par ailleurs, la DGI prévoit d'atteindre 4 635 milliards d'arrières de recettes fiscales cette année, si la recette des 6 premiers mois est de 2 700 milliards d'arrières. Et le BNGRC collabore de près avec les volontaires pour mieux affronter les catastrophes naturelles. Les communications seront renforcées pour sauver les victimes à temps. Un reportage de Fandesena Mireille et de Yves Chanel. L'amélioration de la préparation aux catastrophes implique l'élaboration d'un plan de réseau efficace par le BNGRC avec divers acteurs. L'objectif commun est de prévenir, de sauver de nombreuses vies et réduire l'impact des catastrophes, explique Antonienne Ratimamang, le secrétaire général de la Croix-Rouge Madagascar. Madagascar est vulnérable aux catastrophes naturelles telles que les cyclones et les inondations. Le gouvernement, à travers le BNGRC, s'y prépare déjà et élabore chaque année de nouvelles stratégies pour y faire face, explique le directeur général du BNGRC, le général Elak Olivier Andjakad. Cette collaboration multisectorielle apportera des avantages pour renforcer la capacité à faire face aux catastrophes, en particulier la protection des communautés vulnérables. Pour terminer les actualités locales, les compléments alimentaires destinés à la lutte contre la malnutrition, comme les plumpy, sont interdits à la vente selon un décret sorti en 2020 d'après IN, une organisation de la société civile œuvrant dans la lutte contre la malnutrition ce jour. De plus, leur consommation peut avoir des effets néfastes sur des enfants en bonne santé. Ainsi, des mesures ont été prises pour éviter la vente de ces produits selon les explications. Andoniana Martina, Sechandianapu. L'organisation de la société civile INA, œuvrant dans la lutte contre la malnutrition, appelle les responsables, surtout ceux ayant des responsabilités dans la lutte contre la malnutrition, face à la vente publique des compléments alimentaires plumpy, notamment dans la capitale Antananarivo.
Selon les explications, ce sont des compléments alimentaires destinés à traiter les cas de malnutrition chez les enfants des moins de 5 ans. La vente de ces produits sont qualifiés comme un acte de détournement des matériels de l'État. De plus, cela peut entraver dans les efforts dans la lutte contre la malnutrition à Madagascar. Surtout que dans le pays, on rencontre encore des cas sévères de malnutrition. Des mesures communes doivent être prises par les acteurs dans la lutte contre la malnutrition pour enlever ces produits des marchés. En effet, un décret a été pris en 2019-2020 interdisant la vente de ces compléments alimentaires d'après toujours les explications. Il est à rappeler que ces produits proviennent des dons pour Madagascar dans le cadre de la lutte contre la malnutrition. À l'international, l'armée ukrainienne poursuit vendredi son incursion dans la région russe de Koursk et a lancé dans la nuit des attaques massives de drones sur plusieurs autres régions de Russie, dont celle de Lipetsk, distante de près de 300 km de la frontière, où un incendie s'est déclaré sur une base militaire. Le gouverneur régional de Lipetsk a décrété l'état d'urgence après une attaque massive de drones ukrainiens qui a fait au moins 6 blessés selon lui et endommagé une centrale électrique. France 24. À Koursk, ses habitants font la queue. Ils viennent récupérer de la nourriture fournie par un parti local. Tous ont fui la ville de Soudja face à l'incursion des soldats ukrainiens. Toute la zone frontalière est sous les bombes. Ce sont tous des personnes qui ont fui leur maison à cause des bombardements. En Russie, l'aide s'organise sous la surveillance à distance de Vladimir Poutine. Les autorités ont déclaré l'état d'urgence, mais se veulent rassurantes. Moscou assure que la situation est sous contrôle. Mais selon les observateurs internationaux, les forces ukrainiennes auraient avancé de près de 10 km en 3 jours dans les terres russes et auraient traversé au moins 2 lignes de défense. Kiev, de son côté, se veut très discrète sur cette opération, mais pour la première fois ce jeudi, Volodymyr Zelensky y a fait une brève allusion. Les Ukrainiens savent comment atteindre leurs objectifs. Et nous n'avons pas choisi d'atteindre nos objectifs dans la guerre. La Russie a apporté la guerre sur notre territoire et devrait ressentir ce qu'elle a fait. Cette incursion ukrainienne en Russie intervient alors que l'armée russe poursuit ses avancées sur le front, notamment dans la région de Donetsk, principal axe de l'offensive russe. Le candidat républicain à l'élection présidentielle américaine Donald Trump et sa rivale démocrate Kamala Harris débattront le 10 septembre sur la chaîne nationale ABC. Un premier face-à-face entre les deux candidats alors que les sondages les donnent coude à coude. L'ancien président républicain a dit vouloir prendre part en septembre à 2 débats télévisés supplémentaires face à la vice-présidente démocrate. France 24. Depuis sa résidence de Mar-a-Lago, Donald Trump veut reprendre la main sur la campagne électorale. Le candidat républicain se fait le maître du calendrier. Face à une Kamala Harris qui progresse dans les sondages, il a proposé 3 débats télévisés à sa rivale sur 3 chaînes différentes. Je me réjouis de ces débats. Je pense qu'il est très important qu'ils aient lieu. J'espère qu'elle les acceptera les 4, 10 et 25 septembre. Et je pense qu'ils seront très révélateurs. Débat accepté par la candidate démocrate qui devrait être officiellement investie fin août. Je suis heureuse qu'il ait finalement accepté un débat le 10 septembre. Je l'attends avec impatience et j'espère qu'il viendra. Est-ce que vous êtes ouvert pour un autre débat ? Je serais ravie d'avoir cette conversation sur un autre débat après le 10 septembre. La candidate ne confirme donc pas les 2 autres dates, mais elle est ouverte à la discussion. Depuis sa nomination, Kamala Harris a rapidement engrangé des centaines de millions de dollars de dons et rassemble des dizaines de milliers de personnes dans ses meetings. Les derniers sondages montrent qu'elle a déjà rattrapé son retard, forçant Donald Trump à revoir sa stratégie de campagne. Lors de sa conférence de presse à Mar-a-Lago, l'ancien président a regretté de ne pas pouvoir affronter Joe Biden, allant jusqu'à suggérer que le retrait de l'actuel locataire de la Maison-Blanche de la campagne présidentielle est le résultat d'un complot, sans préciser lequel. Et pour terminer, le prix Nobel de la paix Muhammad Yunus a prêté serment jeudi en tant que chef du gouvernement intérimaire du Bangladesh, quelques jours après l'éviction de la première ministre Sheikh Hasina. Il appelle les étudiants qui ont fait tomber le pouvoir à poursuivre leur objectif. France 24. C'est un retour au pays par la grande porte pour Mohamed Yunus.
Après des mois d'exil pour échapper à une condamnation, l'économiste de 84 ans, prix Nobel de la paix, revient pour prendre la tête d'un gouvernement intérimaire. Devant un parterre de diplomates étrangers, d'hommes d'affaires et de membres de la société civile, il a prêté serment au palais présidentiel. Affirmant que le pays vit une deuxième indépendance, il appelle à poursuivre les objectifs du mouvement étudiant qui a fait tomber le pouvoir. Vous m'avez accordé votre confiance. Vous et les étudiants m'avez appelé. Et j'ai répondu à cet appel. Mon appel au peuple, si vous avez confiance en moi, veillez à ce qu'il n'y ait aucune attaque contre qui que ce soit, nulle part dans le pays. Mohamed Younous doit en effet rétablir le calme. Le mouvement de contestation étudiant a débuté mi-juillet après la réintroduction d'une loi réservant un tiers des emplois publics aux descendants d'anciens combattants de la guerre d'indépendance. La répression par le gouvernement autoritaire de Cheikh Hasina a fait plus de 400 morts. La fille du héros de l'indépendance a abandonné lundi le pouvoir et fui le pays en hélicoptère, juste avant que les manifestants prennent d'assaut sa résidence officielle. Les policiers, qui comptent dans leur rang des dizaines de victimes, sont entrés mardi en grève. Des comités de vigilance se sont créés pour tenter d'endiguer les pillages et les violences qui se multiplient. Elle s'est exilée en Inde, mais son clan n'a pas pour autant jeté l'éponge. J'avais dit que ma famille ne s'impliquerait plus en politique, mais étant donné la façon dont nos dirigeants et nos membres sont attaqués, nous ne pouvons pas abandonner. Les défis qui attendent Mohamed Younous sont de taille, à commencer par le chômage et la corruption. Mesdames et messieurs, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après l'émission Data, présentée par Jean-Claude Ndjamalal. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bon vendredi à tous.